Bonjour à tous, j'ai vu passer un nombre significatif d'extraits de l'émission de Cyril Hanouna consacrée à Éric Zemmour. La partie qui m'intéresse au premier chef concerne le débat entre Elisabeth Moreno et Éric Zemmour, en particulier parce qu'Éric Zemmour nous y fait quasiment un coming out féministe. Le sujet du féminisme est un peu l'épine dans le pied d'Éric Zemmour depuis son début de campagne. C'est, après l'immigration, le point qui cristallise le plus les attaques de ses contradicteurs. Pour ce qui est de l'immigration, il y a une certaine logique, puisque c'est le cœur de son sujet. Pour ce qui est des femmes et du féminisme, en réalité, il s'agit d'une logique électoraliste. Les femmes représentent 50% des votes disponibles, donc faire baisser la popularité de Zemmour chez les femmes est important si on veut créer chez lui un handicap dans cette élection. Je pense qu'Éric Zemmour ou sa conseillère de campagne avec bénéfice l'ont très bien compris. Il n'y a donc, depuis le début de cette campagne, pas une émission sans qu'Éric Zemmour dise et rappelle qu'il n'a aucune haine pour les femmes, qu'il a toujours eu des femmes fortes dans sa famille ou dans sa vie, et qu'il rassure sur ses intentions. Chez Cyril Hanouna, la ministre de l'Égalité est allée jusqu'à lui poser une question relativement simple, mais qui en dit long. Zemmour, est-ce que je peux vous demander une chose? Est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que je suis Féministe. Parce que féministe. Oui, je vous demande si vous êtes féministe. Écoutez, vous dites souvent que vous avez un discours contre-féministe. Oui, je vais répondre. Oui. Le féminisme, qu'est-ce que c'est? Si c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis féministe comme les autres. En revanche, si c'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, je ne suis pas féministe. Si c'est la phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui est à l'origine du féminisme, on n'est pas femme, on le devient, je ne suis pas féministe. Je pense qu'on est femme, et qu'on le devient parce qu'on est né femme, et qu'on devient homme parce qu'on est né homme. Donc vous voyez, c'est assez simple en fait. Éric Zemmour nous a donc fait une sorte de coming out féministe. Pour lui, le féminisme peut être l'égalité entre les hommes et les femmes, et donc si c'est bien cette définition qu'on en prend, il est féministe comme tout le monde. La distinction entre égalité et indifférenciation est un point classique de son discours, mais justement, c'est mon cheval de bataille que d'expliquer que l'égalité ne veut rien dire en politique. Je m'évertue de vidéo en vidéo à rappeler qu'il y a égalité des droits, égalité des chances, égalité des résultats, et que parler d'égalité tout court, c'est en réalité ne rien dire. Je pense qu'Éric Zemmour cherche à s'adresser ici à un public féminin pas forcément scrupuleux sur les définitions. Je veux bien croire qu'Éric Zemmour n'ait pas le temps de développer une pensée complexe à la télévision, mais tout de même, quelle déception. Quelle indigence intellectuelle d'avoir écrit d'un côté Le Premier Sexe et d'avoir formulé un propos peut-être pas entièrement neuf, mais au moins intelligible, pour ensuite revenir en arrière et sauter à pieds joints dans le piège féministe. Concéder au féminisme la défense de l'égalité sans précision, c'est déjà se faire avoir par les mots de son adversaire idéologique. Concéder en plus qu'on est prêt à rejoindre le féminisme tant qu'il s'agit de l'égalité, c'est en plus accepter la prémisse qui conduit au néo-féminisme de l'indifférenciation. Car, je le rappelle, ce néo-féminisme de l'indifférenciation n'est pas arrivé là par hasard. Si le féminisme de l'indifférenciation est advenu, c'est parce qu'en réalité, il a suivi les évolutions de la définition de l'égalité. L'égalité a commencé par être une affaire de droit, mais comme depuis 50 ans il n'y a plus de différence légale, on en est arrivé à mesurer une égalité de résultats. Et l'égalité de résultats conduit naturellement à une volonté d'indifférenciation, parce que l'indifférenciation est le seul moyen par lequel on peut pousser des gens différents à avoir des résultats identiques. Alors, vous voyez, je suis très heureuse d'être venue ce soir parce que jamais, lorsque vous avez écrit Le Premier Sexe, jamais je n'aurais cru un seul instant que vous diriez que vous étiez féministe aujourd'hui. J'ai dit que je ne l'étais pas? Ou alors ça dépend, sauf si c'est pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Si vous êtes un véritable féministe, je pense que vous devriez revoir ce que vous avez écrit dans Le Premier Sexe et vous vous rendriez compte que les femmes ne sont pas ce que vous avez décrit dans ce livre. Je vous avoue que je suis surpris qu'Éric Zemmour accepte de se déclarer comme féministe, qu'il prenne cette étiquette. Bon, alors, c'est vrai qu'en réalité, l'étiquette qu'il prend, c'est plutôt celle d'un féministe première vague, mais de toute façon, cette étiquette de féministe, du coup, lui impose visiblement un certain nombre de devoirs, notamment celui d'être d'accord avec Elisabeth Moreno, et du coup de renier son texte, Le Premier Sexe. Et je voudrais également vous poser une question. Vous dites que vous êtes contre la parité, que vous êtes contre les discriminations positives. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les femmes sont traitées comme les hommes dans notre pays? Ah oui. Véritablement, avec égalité. Les femmes sont traitées de manière égalitaire mais bien sûr, avec les hommes. Mais bien sûr, elles ont les mêmes droits que les femmes.
que les hommes. Oui. Dans tous les Les femmes sont traitées de manière égalitaire. Notez la formule parce qu'elle va amorcer un dérapage conceptuel de l'égalité dans le droit vers l'égalité de résultat. Tout l'intérêt de ce passage réside dans le fait qu'Éric Zemmour et Elisabeth Moreno n'ont pas du tout la même définition du mot égalité. C'est presque un quiproquo de scène de théâtre à ce stade. Pour Éric Zemmour, l'égalité est une affaire de droit, de code pénal et de code du travail. Pour Elisabeth Moreno, il s'agit d'un constat, voire d'un ressenti sur la place des femmes dans la société. Assez logiquement, donc, nous allons assister à un dialogue de sourds. Dans tous les domaines de la société, les femmes sont traitées comme les hommes. Chère madame, d'accord. Est-ce que vous pensez que le président de la République aurait eu... Elles choisissent librement leur métier. Elles choisissent librement leur métier. Donc vous pensez que les femmes décident d'occuper les métiers les moins reconnus, les moins valorisés, les moins payés. Vous pensez qu'une femme décide d'être femme de ménage, de partir de chez elle à 6 h du matin, de laisser ses enfants, de rentrer lorsque ses enfants ne sont pas à la maison et de repartir ensuite à 18 h alors que ses enfants vont rentrer à la maison? Est-ce que vous pensez que les femmes choisissent de gagner moins que les hommes? Est-ce que vous pensez que les femmes choisissent d'être assassinées tous les 3 jours par des hommes? Est-ce que vous considérez... il faudrait répondre l'échelon après échelon. Permettez-moi de terminer. Est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, le président de la République aurait eu à choisir l'égalité femmes-hommes comme la grande cause du quinquennat si les femmes étaient véritablement traitées comme des hommes dans notre pays? Elisabeth Moreno nous a fait une technique assez classique de débat qui consiste à poser une salve de questions pour déstabiliser son interlocuteur et l'inciter à faire une réponse collective, qui n'est pas toujours la bonne, à l'ensemble des questions. Là, en pratique, Éric Zemmour a fait le bon choix, qui est de signaler au spectateur qu'il a vu le piège et qu'il ne peut pas répondre à 10 questions en même temps. Mais encore une fois, notez bien les questions qu'on lui pose. Zemmour a parlé de droit. On lui répond par la valorisation du travail, par des conditions de vie, par une égalité de traitement. Vous noterez aussi un glissement sémantique très intéressant. Moreno anticipe en réalité un argument qu'elle impute à la pensée de droite et à la pensée d'Éric Zemmour, à savoir que les femmes choisissent de travailler moins ou d'avoir telle ou telle priorité. Moreno fait un procès d'intention à Zemmour sur le fait qu'il attribuerait tout écart de résultat entre hommes et femmes à des différences de choix individuels. Alors, Madame Moreno... Alors, il y a beaucoup de questions. Exactement, je vous remercie de le remarquer. Je sais compter. D'abord, je ne crois pas que les hommes se lèvent plus tard que les femmes. Je ne crois pas que les hommes travaillent moins que les femmes. Je ne comprends pas déjà votre première distinction. La deuxième, oui, je pense que les femmes choisissent leur métier. Oui, elles choisissent d'être infirmières. Oui, elles choisissent d'être institutrices. Oui, elles choisissent d'être médecins. Oui, elles choisissent... Oui, là, vous prenez des exemples. Éric, c'est pas de ça que parlait Elisabeth. Attendez, une femme de ménage, il y a des hommes éboueurs. Il y a des hommes qui peuvent... excusez-moi, il y a des hommes qui sont aussi au bas de l'échelle. Qu'est-ce que c'est que cette distinction? Il y a des femmes de ménage. Il y a aussi des hommes de ménage. Ouais. Il y a des hommes qui sont au bas de l'échelle et qui gagnent... Bon, je vous avoue que je trouve Éric Zemmour pas très ferme sur ce comeback. Il a bien compris l'enjeu de la discussion, mais on sent qu'il fait un effort démesuré pour lisser son propos. Il aurait pu y aller beaucoup plus frontalement, par exemple en expliquant à Elisabeth Moreno que comme beaucoup de bourgeoises féministes, elle est totalement déconnectée de la réalité des métiers difficiles. Oui, c'est vrai, aurait-il pu lui dire que des femmes de ménage n'ont pas un quotidien facile, mais en fait, il y a des tas de métiers qui sont difficiles. Prenez par exemple cette différence majeure entre les métiers. Les métiers féminins sont plus souvent en intérieur et avec peu de transport. La vie de routier, c'est de ne jamais dormir chez soi et de pouvoir rester bloqué des jours sur un bord de route à cause d'une tempête de neige. La vie de pêcheur, c'est partir loin des terres dans une mer battue par les vagues et par le vent. Même la vie de facteur, c'est aller faire du porte-à-porte avec des colis, des lettres, et le tout dans la pluie et dans le froid. Travailler en extérieur est déjà beaucoup plus rude que travailler au sec et au chaud. Considérer que le métier de femme de ménage est le plus pénible au monde me paraît au mieux arbitraire. L'idée n'étant pas non plus de se lancer dans une compétition à qui a le travail le plus pénible, mais affirmer de but en blanc que les femmes sont lésées dans ce domaine paraît être une absurdité. Absurdité d'ailleurs en cohérence avec le fait qu'Elisabeth Moreno semble surtout se préoccuper de la perception sociale et des statuts d'un métier plutôt que de sa pénibilité réelle. La majorité des métiers essentiels de notre pays, et nous l'avons vu. Madame Moreno, pourquoi essentiels? La majorité. Tous les métiers sont essentiels. Vous êtes vraiment dans un gouvernement qui a le don de distinguer entre les essentiels et les non essentiels. C'est la grande spécialité de votre gouvernement. Ça, je remarque que c'est vraiment une habitude.
s'il vous plaît. Éric Zemmour. Ah, mais c'était... Bon, il faut croire que l'exemple des éboueurs a suffi à déstabiliser Elisabeth Moreno, parce que du coup elle est partie dans une distinction entre travail essentiel et travail non essentiel. Pour Elisabeth Moreno, apparemment l'essentiel c'est la santé, le reste n'existe quasiment pas. Alors je sais très bien d'où sort ce propos, en réalité il sort des 1001 rapports sur les femmes en première ligne contre le pangolin virus. J'avais déjà parlé un petit peu de ce sujet dans le cadre d'un sommet de l'ONU Femmes, parce que c'était le message de fond de la conférence. En réalité, encore une fois, il s'agit d'une approche assez biaisée, puisque derrière le métier peut être très visible de caissière de supermarché se cache tout un tas de métiers moins visibles et tout aussi indispensables. Vous ne pourriez pas vendre dans un supermarché sans avoir des agriculteurs qui produisent, des éleveurs, des routiers qui transportent, des gens qui mettent en rayon, etc. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes? Bien sûr, pour un métier égal, voilà, donc, et à qualification égale, et à travail égal. Je vais m'arrêter là pour l'analyse de l'émission chez Cyril Hanouna. Vous pouvez la retrouver, je pense, sur YouTube ou équivalent. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Éric Zemmour a compris que dans toute campagne présidentielle, celui qui impose son thème de campagne gagne l'élection. C'est un peu réducteur, au fond, on pourra déplorer qu'une seule thématique laisse la main à un homme pour les 5 ans qui viennent sur tous les sujets, et il n'y a aucune raison de croire a priori que celui qui est le meilleur en économie brille sur la question de l'école, de la santé, de la sécurité, mais bon, c'est le jeu des élections à la française. Éric Zemmour cherche donc à faire campagne sur l'identité française. Dans sa logique de communication, le camp Zemmour a décidé de concentrer ses feux sur l'immigration et l'insécurité, et de lisser l'image du candidat autant que possible sur les autres sujets. Sur la question de la santé, Éric Zemmour ne veut pas concevoir sa campagne comme une pure réaction aux différentes annonces d'Emmanuel Macron. J'ai réécrit ce script au moment du montage parce qu'entre-temps, Éric Zemmour avait publié une tribune sur la nécessité d'une sortie de crise. Emmanuel Macron utilise, comme l'a noté Zemmour, la question de la santé publique comme un moyen de saturer les médias, ce qui inévitablement laisse peu de place à une campagne électorale. Et de fait, nous arrivons bientôt au mois de janvier et je n'ai toujours pas l'impression d'assister à une campagne présidentielle. Je crois que dans sa tribune, la communication d'Éric Zemmour a pris un tournant vers le mieux. Le principal problème d'Éric Zemmour, c'est de parvenir à faire exister une campagne électorale. Il doit trouver le juste équilibre entre la polémique nécessaire pour exister médiatiquement et la posture du candidat présidentiable, celui qui correspond le mieux au costume présidentiel. Il semblerait que sur la question du féminisme et des woke en général, Éric Zemmour ait décidé de ne point trop en faire. Pour partie, je concéderai à Éric Zemmour qu'à l'heure où des millions de Français se sentent isolés, écrasés, humiliés par une gestion de crise aussi catastrophiste que catastrophique, il faut remettre les priorités à l'endroit. Mais je ne peux que regretter qu'Éric Zemmour n'assume pas complètement son opposition au féminisme et qu'il accepte de tomber dans un sophisme centenaire. Celui qui n'aime pas le féminisme n'aime en réalité pas les femmes, ce qui signifie qu'il veut les priver de tout droit. Pourtant, il y aurait bien des contre-attaques à faire à ce niveau-là, en décomposant les femmes en sous-groupes par exemple. Car oui, à quel titre pourrait-on considérer que les aspirations de toutes les femmes sont identiques ? N'est-ce pas d'ailleurs une forme suprême de misogynie que de considérer qu'il puisse exister un unique porte-voix pour la moitié de la population française et que toutes ces femmes puissent être interchangeables entre elles ? Il y a plein de sujets qui divisent. Est-ce que toutes les femmes pensent la même chose de l'avortement jusqu'à 14 semaines ? Et sinon, pourquoi y aurait-il une position plus féministe que l'autre sur ce sujet ? Zemmour avait aussi un boulevard pour expliquer à Elisabeth Moreno que quand bien même elle offre la pilule contraceptive gratuite aux femmes de moins de 25 ans, son gouvernement, par d'autres mesures, prive potentiellement des milliers de femmes d'un accès à l'hôpital en tant que praticienne ou en tant que patiente. Je ne sais pas quelles sont les chances réelles de Éric Zemmour dans cette élection, mais je sais une chose, s'engager politiquement, c'est certes choisir les sujets sur lesquels on veut cliver, mais c'est aussi ne pas trop éviter les sujets qui fâchent. L'identité française n'est pas qu'une affaire de démographie, elle est aussi une affaire de culture. Et l'un des sommets de la culture française, c'est l'amour courtois, la galanterie et l'insoutenable légèreté des femmes françaises. Nous avons l'une des traditions amoureuses les plus riches au monde, des grivoiseries rabelaisiennes au romantisme rousseauiste. Nous sommes le pays de Tristan et Iseut, celui de Cyrano et Roxane, de Adolphe et Élénore, de Paul et Virginie, de Solal et d'Ariane, d'Abélard et d'Héloïse, d'Atala ou de Perdiccas. Oui, nous sommes le pays de Jeanne la Pucelle, mais aussi celui de Jeanne la voyageuse du transsibérien, de Jeanne la muse baudelairienne, de Jeanne l'inflexible de Vercors. Dans le monde, l'identité française est indissociable de l'amour à la française. Quel pays au monde, sinon le nôtre, a réussi à devenir célèbre pour un baiser ?
La langue anglaise parle français, quand elle parle d'amour, elle murmure rendez-vous et fleurette aux pommettes qu'un bien-aimé empourpre. On ne peut pas faire campagne sur l'identité française sans défendre partout, en tout, ce qui fait l'identité de la France. Justement, en la matière, le féminisme est en tout point l'ennemi de l'identité romantique à la française. Citez-moi, si vous le pouvez, une grande histoire d'amour féministe. Simone de Beauvoir qui débauchait ses étudiantes mineures, Mona Chollet qui voudrait réduire l'amour au confort d'une paire de pantoufles. Allons, tout ça n'est pas sérieux. La position cohérente pour Éric Zemmour serait non pas de se couler dans le costume passe-partout d'un candidat féministe comme tout le monde, mais de défendre partout et jusque dans ce domaine l'identité française dont il se veut le champion. Zemmour pourrait, Zemmour devrait défendre l'amour, car au bout de cette route féministe qui commence par le flou sur le terme de l'égalité, se trouve en définitive une attaque en règle contre le modèle amoureux à la française et donc l'identité française elle-même.